l'actualité comme vous l'aimez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, Payado Aboukbessi, le ministre en charge de l'administration territoriale, condamne l'attitude de certains maires. Certains parmi ceux-ci encouragent l'installation des lieux de culte moyennant une redevance, et ceci sans l'aval du ministère de tutelle. Afin de mieux lutter contre les mariages précoces et grossesses en milieu scolaire, un plan établi sur la période de 2023-2027 vient d'être validé par le gouvernement. Les détails tout à l'heure. Au-delà de nos frontières, les rideaux sont tombés sur la rencontre extraordinaire de la CEDEAO tenue ce jeudi à Abuja, la capitale nigériane. À l'arrivée, toutes les options restent sur la table pour la résolution de la crise au Niger, le recours à la force y compris. Le compte rendu de la rencontre tout de suite. Puis en Équateur, Fernando Villavicencio, l'un des principaux candidats à la présidentielle du 20 août prochain, a été assassiné ce mercredi soir. Le pays est actuellement en état d'urgence. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, les précisions, c'est tout de suite. Politique à l'entame de cette édition. Ensemble, c'est le nom de la nouvelle coalition qui vient de voir le jour au Togo. Ensemble, partis politiques et organisations de la société civile veulent œuvrer grâce à une révolution électorale à l'alternance, réinstaurer la démocratie et assurer le bien-être des Togolais. Promise Bomegbe avec la voix de Félicité Chapla. Sauver le Togo à travers une révolution électorale à partir d'une mobilisation massive à l'image des élections de 1994, mais également permettre au pays de prendre son envol démocratique. C'est la mission que se donne la nouvelle coalition politique dénommée Ensemble. Cette dernière voit le jour quelques jours après que le grand mouvement citoyen GMC ne soit porté sur les fonds baptismaux. La nouvelle alliance rassemble non seulement quelques partis de l'opposition togolaise, mais également des organisations de la société civile. Ensemble, dit-on, reste ouverte à toutes les autres formations politiques, mouvements ou associations partageant ses idéaux et objectifs. Les partis et organisations membres comptent œuvrer à l'alternance et au changement, favorisant la compréhension mutuelle, la paix en vue d'un développement harmonieux et inclusif. La santé, l'éducation, les infrastructures, la sécurité, l'économie, le chômage, le foncier, l'émancipation des jeunes et des femmes, la démocratie, l'écologie, la culture et le sport, pour ne citer que ceux-ci, sont parmi tant d'autres, ce sur quoi la coalition entend agir pour garantir le bien-être des Togolais. Il faut préciser que contrairement au GMC, qui se veut une entité apolitique, un groupe de réflexion dénudé de toute alliance électorale, Ensemble, pour sa part, ambitionne une participation commune aux prochaines élections. Malgré l'interdiction du ministère en charge de l'administration territoriale, certains maires continuent de faire enregistrer des lieux de culte moyennant une redevance. Le ministre a tenu à avertir ces derniers contre une telle initiative qu'il juge d'ailleurs d'inopportune et très dangereuse. Le point de Koufi Kligé. Je vous invite à annuler sans délai les enregistrements faits et me tenir informé avant l'entame des contrôles qui sont diligentés. Fin de citation. C'est en ces termes que le ministre de l'administration territoriale, M. Payado Aboukbessi, recadre les maires indélicats qui continuent d'enregistrer des lieux de culte moyennant une redevance. En juin 2023, le ministre avait pris une décision, celle de suspendre l'implantation de nouvelles églises et de nouveaux lieux de culte sur le territoire togolais. Cette décision se justifiait par une implantation anarchique des lieux de culte et qui échappe au contrôle de l'État. Aussi, ces lieux de culte sont source de nuisances sonores insupportables pour les riverains. Selon le ministre de l'administration territoriale, l'enregistrement des églises et des lieux de culte ne relève pas de l'autorité des maires, mais plutôt du ministre de l'administration territoriale. Cependant, selon le message du ministre par voie de lettre, il ressort des informations recueillies auprès des leaders religieux de plusieurs localités que des maires invitent les responsables religieux et des lieux de culte implantés dans leurs ressorts territoriaux à s'enregistrer auprès de leurs services techniques, moyennant une redevance. Une initiative qui, selon le ministre, est inopportune et dangereuse puisque c'est sans son aval, tout en rappelant aux maires
que le ministre de l'administration territoriale est seul habilité à enregistrer les églises, les associations religieuses et les lieux de culte. Il les invite à remettre les choses à l'endroit. Sur le plan national, l'une des meilleures stratégies pour arriver à lutter contre les grossesses et mariages précoces chez la jeunesse vient d'être trouvée. C'est un plan établi sur la période 2023-2027 qui vient d'être validé par le gouvernement. Nadège Arlidja nous en dit un peu plus. Plan national de lutte contre les grossesses et mariages chez les adolescents 2023-2027. C'est officiellement la solution de l'heure que le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme propose à cette triste réalité plutôt récurrente ces dernières années. C'est un document traitant des actions concrètes à mener dans cette logique qui a été approuvé, donc validé par les autorités. En effet, en 2022, 2474 cas de grossesse ont été notés en milieu scolaire. 237 jeunes filles lycéennes ont abandonné les classes et 1160 collégiennes en ont fait de même. Étant les principales concernées par le sujet, les jeunes filles seront donc mises dans les conditions convenables pour y arriver. Les conditions, d'après le programme, sont la création de nouveaux cadres propices et l'amélioration de ceux existants qui permettront à leur tour aux jeunes filles d'avoir facilement accès à l'information, à la promotion de leur leadership, mais aussi aux services de santé sexuelle et de reproduction. La révision du cadre juridique et institutionnel par le biais d'une garantie dont maintien et accès, en plus d'une éducation sexuelle validée dans le système éducatif, fait également partie des conditions et la formation des filles ne sera pas du reste. L'idée au final est de pouvoir permettre à ce que tout comme les garçons, elles également, puissent bénéficier des mêmes avantages en matière d'acquisition des compétences nécessaires quant à leur épanouissement. Pour rappel, ce nouveau programme succède au ancien similaire connu sous le nom de Programme national de lutte contre les grossesses et mariages chez les adolescents en milieu scolaire et extrascolaire. Ce dernier a été proposé en 2015 et a pris fin en 2020. Tout autre sujet dans cette édition agriculture à présent, malgré la situation dans le monde qui a impacté considérablement le secteur, les efforts du Togo pour favoriser son développement portent ses fruits. Pour preuve, les zones d'aménagement agricole planifiées connaissent un essor. Constat d'Harold Messan-Atto. Malgré la situation mondiale qui a impacté le secteur agricole ces dernières années, les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP au Togo ont connu un développement remarquable grâce à une attention particulière du pays. En effet, sur la période 2021-2022, 130 ZAP ont été mises en exploitation pour une superficie de 12 608 hectares sur toute l'étendue du territoire. Les conclusions des analyses des performances de ces dernières durant l'année 2022 ont été satisfaisantes. En termes de productivité, on constate que les rendements des exploitants de ZAP sont supérieurs à ceux des producteurs hors ZAP, avec une différence moyenne de 33,5% pour le sorgho, 77,5% pour le maïs, 18,25% pour le riz et 30% pour le soja. Cette marge témoigne de l'impact des investissements consentis par le Togo dans l'exploitation des ZAP. En effet, les exploitants des zones aménagées ont vu leurs bénéfices majorés de 65% en moyenne dans les filières porteuses, notamment le soja, le maïs, le riz et le sorgho. Outre l'aménagement, l'amélioration des bénéfices s'explique par la promotion de la mécanisation agricole, marquée par un déploiement gratuit de tracteurs, l'appui régulier de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT aux producteurs, ainsi que la réduction des charges logistiques avec l'adoption des commandes groupées, d'intrants et des ventes. Sous l'effet de l'extinction de l'accord sur l'initiative céréalière de la baignoire et de nouvelles restrictions commerciales sur le riz, les prix mondiaux de certains produits alimentaires ont connu une hausse au cours du mois de juillet. C'est ce que révèle le dernier rapport du FAO. Bernard Canvi pour les explications. L'inflation en Afrique est en hausse constante depuis plus d'un an et les produits alimentaires ne sont pas épargnés, notamment ceux de première nécessité. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les prix mondiaux des produits alimentaires ont connu une hausse en juillet dernier.
En effet, la FAO indique que les prix internationaux des huiles de palme, de soja et de tournesol ont grimpé dans un contexte d'inquiétude pesant sur les perspectives de production dans les principaux pays producteurs. Dans les détails, les prix internationaux du blé ont grimpé de 1,6%, ce qui marque leur première hausse en glissement mensuel en 9 mois. Quant au riz, l'indice indique une augmentation de 2,8% des prix en un mois et de 19,7% en un an et atteint son plus haut niveau nominal depuis septembre 2011. Mais cette pression à la hausse sur les prix du riz soulève des préoccupations importantes quant à la sécurité alimentaire d'une grande partie de la population mondiale, notamment des personnes les plus démunies et de celles qui consacrent une part importante de leurs revenus à l'achat de denrées alimentaires. Nous passons à présent à l'international. Ce mercredi, à la veille de la rencontre extraordinaire de la CEDEAO sur la résolution de la crise au Niger, des Nigérians se sont prononcés sur la situation dans le pays. Ils accusent également la CEDEAO de n'avoir jamais réellement joué son rôle. Les détails. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunissent ce jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. Un sommet crucial puisqu'il va déterminer la marche à suivre afin de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger après le coup d'État du 26 juillet. Les Nigérians ont réagi mercredi à cette rencontre qui pourrait aboutir à de nouvelles sanctions contre le Niger. L'Afrique dans son ensemble, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, est mal dirigée depuis longtemps. Je pense que la CEDEAO ne s'est jamais engagée à aider les citoyens et à assurer une bonne gouvernance. Et maintenant, lorsque les gens décident de prendre en charge le gouvernement, comme la junte au Niger, les citoyens nigériens, ils aiment ce changement. J'ai donc le sentiment que l'initiative de la CEDEAO pour rétablir la démocratie au Niger est un effort qui n'a pas vraiment de sens. Ce n'est pas le moment pour le Nigeria d'entrer précipitamment en guerre avec le Niger. C'est le moment d'explorer toutes les mesures diplomatiques pour résoudre cette situation. Car même lorsque vous entrez en guerre, vous avez le devoir d'engager des pourparlers afin de répondre à certaines problématiques. Dans ses efforts pour rétablir le président Bazoum, la CEDEAO, dirigée par Bola Tinubu, le président du Nigeria, avait donné un ultimatum à la junte sous peine d'un éventuel recours à la force. Une décision qui a divisé les populations de la région. Nous ne serons pas sages vis-à-vis de l'histoire si nous nous contentons de dire que la CEDEAO ne doit pas agir au Niger. Le président Tinubu est dans une mauvaise position car il est le président actuel de la CEDEAO. Et en tant que dirigeant élu, il n'est pas dans son intérêt de laisser une junte militaire s'installer dans un des pays de la CEDEAO. D'importantes décisions sont attendues lors de ce sommet, a prévenu mardi le bloc de l'Ouest, qui a toutefois réaffirmé privilégier la voie diplomatique pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Parlons justement de la rencontre de la CEDEAO. Elle a débuté et a pris fin ce jeudi à Abuja, la capitale nigériane. La voie diplomatique semble être la meilleure des options pour une résolution pacifique de la crise au Niger. C'est du moins ce qu'on retient de la rencontre qui a pris fin aujourd'hui. Nouvelle réunion ce jeudi pour les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger. Lors de ce sommet crucial à Abuja, la CEDEAO reprend les discussions après l'expiration d'un ultimatum de 7 jours lancé aux militaires pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Ultimatum qui n'a rien donné, aucune intervention militaire n'a jusque-là été décidée. Nous sommes réunis aujourd'hui avec un sentiment marqué par l'urgence et par une détermination ferme, s'appuyant sur l'engagement pris lors de notre premier sommet extraordinaire. Consacré à la grave crise politique qui frappe notre pays frère. Lors de cette première réunion, nous avions exprimé notre solidarité avec le peuple nigérien et son président démocratiquement élu, son Excellence Mohamed Bazoum, en condamnant la prise de pouvoir par les militaires et la détention injuste de son président démocratiquement élu et d'autres responsables. De leur côté, les putschistes ont fait un premier pas vers l'instauration d'un gouvernement de transition par la nomination, lundi, d'un Premier ministre civil, Ali Mohamed Lamine Zeine.
La CEDEAO a finalement déclaré privilégier la voie diplomatique, même si les nouveaux maîtres de Niamey ont décliné la visite d'une délégation conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Et pendant ce temps, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète de la situation au Soudan. Elle soutient que les conflits entre forces armées soudanaises et forces paramilitaires pourra impacter considérablement le tissu social, et ceci en augmentant les tensions ethniques et régionaux. Les détails. Au Soudan, alors que plus de 100 jours se sont écoulés depuis le début des combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, le conflit armé aurait favorisé la recrudescence d'anciennes tensions ethniques au Darfour, selon l'ONU. Martha Amaakapobi, sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, a indiqué que les combats qui se poursuivent sans relâche occasionnent de grandes souffrances pour les populations. Les combats au Darfour continuent de rouvrir les vieilles blessures des tensions ethniques et des conflits passés dans la région. Les violences brutales commises à El Jenina et à Sirba sont des exemples particuliers de cette situation. La situation est très préoccupante et pourrait rapidement plonger le pays dans un conflit ethnique prolongé, avec des retombées régionales. Le pays d'Afrique de l'Est a été plongé dans le chaos le 15 avril dernier lorsque des tensions latentes entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo ont débouché sur des combats ouverts à Khartoum, entraînant le déplacement de millions de personnes et la fuite de près de 900 000 d'entre elles. On en parlait dans les titres drame en Équateur ce mercredi soir. Fernando Villavicencio, l'un des principaux candidats à la présidentielle du 20 août prochain, a été assassiné. Ciblé par une fusillade, il a succombé à ses blessures après avoir été aux urgences. À retour sur les événements. Mercredi soir, le centriste Fernando Villavicencio tient meeting dans une salle de spectacle du nord de Quito. À 11 jours du premier tour de la présidentielle en Équateur, il ne mâche pas ses mots. Le problème de ce pays, ce sont les voleurs. Ils sont nombreux et ce que nous devons faire, c'est les mettre en prison. Rassemblement fini, il quitte les lieux avec ses gardes du corps lorsqu'éclate une fusillade. C'est la confusion, il y a de nombreux blessés. Transporté à l'hôpital, le candidat journaliste de métier succombe à ses blessures. Ils sont en train de retirer l'espoir de ce pays. Les mafias savaient que Fernando accéderait au deuxième tour et ils le savaient très bien parce qu'ils avaient vu les sondages il y a 3 jours. Villavicencio était deuxième dans les sondages, crédité d'environ 13% des intentions de vote, derrière une avocate proche de l'ancien président Correa, condamné par contumace à 8 ans de prison et réfugié en Belgique. L'ancien député chargé des finances à l'Assemblée dissoute en mai se savait en danger de mort. Le 31 juillet, il faisait part de menaces. Je veux parler d'une grave menace du chef du cartel de Sinaloa, Fito. C'était un avertissement que si je continuais à parler de lui et de son organisation, il s'en prendrait à moi. Le 6 août, il mettait en cause les mafias politiques qui veulent prendre le pouvoir, soutien du trafiquant de drogue, assurant qu'il n'avait pas peur. Vous êtes mon gilet pare-balles. Vous êtes courageux et je suis courageux comme vous. Assassiné quelques jours plus tard, selon la méthode des sicarios, 3 balles dans la tête, des tueurs à gages selon le journal El Universo. Le président Guillermo dénonce un crime politique et promet de ne pas le laisser impuni. L'état d'urgence est déclaré pour 60 jours, la date de la présidentielle maintenue au 20 août. Où était la police? Beaucoup s'interrogent. Un maire et un candidat à la députation ont récemment été tués en Équateur. Le pays voisin de la Colombie, confronté à une vague de violence liée au trafic de drogue, a vu son taux d'homicide doubler l'an dernier. 36 personnes ont péri dans l'archipel américain d'Hawaï. Pour cause, une série d'incendies s'en est principalement pris à 2 îles et détruisant pratiquement une ville. La situation reste critique. Il n'y a nulle part où aller. Les flammes sont partout. Seule solution pour cette habitante, se réfugier dans l'eau et attendre. Tout autour, la ville de Lahaina brûle. Une scène d'apocalypse.
Ces touristes paniqués tentent eux de s'échapper en voiture en prenant d'énormes risques. À Hawaï, le paradis s'est transformé en enfer. Et au petit matin, c'est la consternation. De cette station balnéaire de 12 000 habitants, très prisée des touristes américains, il ne reste quasiment plus rien. Ces habitants ont survécu à la nuit. Beaucoup sont en état de choc. J'ai été le dernier à quitter le quai. Quand la tempête de feu a traversé la ville et tout emporté avec elle, j'ai couru de toutes mes forces. Et sur la route, j'ai essayé d'aider les gens que je croisais. Je suis résident de Lahaina depuis environ 18 ans et nous venons de vivre la pire catastrophe que j'ai jamais vue. Tout Lahaina est détruite. Ça ressemble à la fin du monde. Difficile d'estimer pour le moment l'ampleur des dégâts. Plus de 800 hectares ont brûlé, selon l'agence de gestion des urgences d'Hawaï. Les autorités ont avoué leur impuissance. Elles mettent en cause des vents violents causés par l'ouragan Dora. Ils auraient attisé soudainement des départs de feu en début de semaine. Nous n'avions jamais prévu, dans cet état, qu'un ouragan qui ne s'est pas abattu sur nos côtes causerait ce type d'incendie. Des incendies de forêt qui ont anéanti des communautés, mais aussi des entreprises et détruit des habitations. Le bilan provisoire est très lourd. Plus de 30 morts sont à déplorer. L'état d'urgence a été décrété. Les incendies continuent toujours dans certains endroits de l'archipel. Voilà qui referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et surtout, bonne suite de soirée.